Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma composition d'équipe, mon équipe type pour le Paris Saint-Germain pour la saison 2021-2022. Alors, c'est en l'état. Quand je dis en l'état, on est le 18 août. Donc, si la semaine prochaine, Mbappé prolonge ou prolonge pas, s'en va, etc., revenez pas sur ma vidéo pour dire « Ouais, mais t'as mis Mbappé alors qu'il n'est plus là ». Non, les gars, si après le mercato, ça bouge, j'en referai une. Là, c'est en l'état parce que cette équipe me plaît, donc j'ai envie d'en faire une. Tu vas pas me dire ce que je dois faire sur ma vidéo, tu vois ce que je veux dire. Et comme d'habitude, les gars, juste avant la compo, vous avez l'habitude maintenant sur ma chaîne, on se retrouve juste après l'intro. Let's go. Et avant la compo, les gars, vous avez l'habitude maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous donne les scores en direct, etc., des articles sur vos clubs et pays préférés. Cette application est bien évidemment gratuite sur iOS et Android. Et c'est un moyen pour vous de me soutenir gratuitement. Le lien est en téléchargement. Merci beaucoup. Avant de parler des joueurs, les gars, que je vais mettre sur le terrain, il va falloir parler déjà de compo tactique. Parce que les gars, 3-4-3, 3-5-2, ça peut être bien par rapport à Hakimi, etc., les pistons, par rapport aux joueurs qu'on a. Le problème des 3-4-3, 3-5-2, c'est que tes trois défenseurs centraux titulaires se retrouvent toujours ensemble. Il n'y a pas moyen de faire tourner, pas moyen de les reposer. Et s'il y en a un qui se blesse, les gars, derrière, c'est Diallo-Kehrer. Alors, j'ai rien contre Diallo ou Kehrer. Enfin, surtout Diallo, j'ai rien contre lui. Kehrer, bon, on sait qu'il n'a pas forcément le niveau. Mais les gars, le niveau est trop éloigné pour pouvoir prétendre à faire ça. Il faut des vraies doublures et on n'en a pas. Donc déjà, le 3-4-3, 3-5-2, moi, je mets de côté. Le 4-2-3-1, les gars, je trouve qu'on n'est pas équilibré du tout dans cette composition d'équipe. Donc moi, j'affectionne, vous me connaissez depuis longtemps maintenant, j'affectionne le 4-3-3 par rapport à la possession de balle et à la maîtrise du ballon, comme à l'époque avec Laurent Blanc au Paris Saint-Germain ou le Grand Barça qui joue aussi en 4-3-3. Donc en 4-3-3, les gars, on va commencer par le poste de gardien de but. Et bien évidemment, je mets Navas parce que Navas, voilà, on a tellement galéré pour avoir un vrai gardien de but depuis Bernard Lama, j'ai envie de te dire. Bon, j'avoue, peut-être j'abuse un petit peu. Allez, on va mettre Sirigu entre les deux. Mais c'est pas oufissime, tu vois, les gardiens, pour te dire que c'est pas dingue de ouf. Navas, l'année dernière, a fait une saison monstrueuse avec le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle les matchs face au Barça, face au Bayern, etc. Il n'y a pas besoin de changer malgré son âge. En plus, on a Donnarumma qui arrive à 22 ans. Un jeune espoir qui a été champion d'Europe, meilleur joueur de l'Euro. Et je pense qu'il va prétendre, même cette saison, peut-être à une place de titulaire, voire demi-titulaire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il va avoir besoin de jouer. Ça, c'est sûr, les gars. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Il va avoir besoin de temps de jeu. Et je pense que, à mon avis, les dirigeants ont été dans ce sens-là, de lui donner un peu plus de temps de jeu. Peut-être que ça va tourner en championnat. En Ligue des Champions, je ne sais pas comment que ça va se passer. En Coupe, ça sera lui qui jouera. Donc moi, les gars, je mets Navas au poste de gardien de but. J'ai pas de problème avec lui. Et de toute façon, les gars, j'ai envie de te dire, c'est un problème de riche. On a deux très bons gardiens. À gauche, alors avant tout de suite, attendez, l'équipe que je mets, les gars, c'est l'équipe pour les gros matchs. Genre, limite, tu es en finale de Ligue des Champions, quelle équipe tu mets? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à gauche, je mets Bernat, en espérant, comme ça fait un an qu'il n'a pas joué, même plus d'un an, il me semble, donc en espérant que Bernat va retrouver son niveau. Sinon, il va falloir retrouver un défenseur gauche au même niveau que Bernat, pas une doublure vite fait en remplaçant un peu nul derrière, comme avec Kurzawa ou Becker. Non. Il va falloir trouver un titulaire bis parce que ça suffit, les gars, d'avoir un bon joueur et derrière un ravin entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bernat pour le moment à gauche. À droite, bah, bien évidemment, je pense qu'il n'y a aucune surprise. Achraf Hakimi, 22 ans, limite le meilleur latéral droit du monde en ce moment. Il est rapide, il est technique, il sent trop bien, il tire bien. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? En plus qu'il est jeune, tu vois, et en parlant de jeune, entre Donnarumma et Hakimi, on te montre que Paris Saint-Germain ne recrute pas que ceux qui veulent te faire croire que c'est la maison de retraite entre Messi et Ramos, par exemple, et Wijnaldum. Mais Messi et Ramos, même en maison de retraite, tu prends tous les jours en vérité. Ce sont que des jaloux qui disent des choses comme ça, je te le dis clairement, vraiment. Alors dans l'axe, bien évidemment, Marquinhos. Marquinhos, ça bouge pas, c'est notre capitaine. Je dis bien notre capitaine, le brassard ne bougera pas. Marquinhos est là et d'ailleurs, on voit que quand Marquinhos n'est pas là, Kimpembe n'est pas bien du tout. Parce que Kimpembe, on va en parler rapidement, les gars, c'est un titi. Je l'adore. C'est un guerrier, voilà, c'est un pit sur le terrain, mais ce n'est pas un patron. Ce n'est pas un patron parce que quand un mec fort n'est pas à côté de lui, il devient nul. Et c'est ça le vrai problème. Parce que quand tu as Kehrer à côté de toi, alors oui, Kehrer est mauvais au Paris Saint-Germain, oui. Mais normalement, tu ne dois pas devenir plus nul que le nul qui est à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les 2 premières journées de championnat, les gars, il ne faut pas se mentir, Kehrer a été meilleur que Kimpembe. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est pas parce que c'est un Titi qu'à un moment donné, il va falloir à chaque fois tout excuser. Parce que ce mec-là, Kimpembe, il a une lacune. Une vraie lacune, c'est la concentration et le marquage. Mais il a plus 20 ans, les mecs. Il a 26 ans. 26 ans. Et oui, ça passe malheureusement. Donc pour moi, les gars, en Ligue des Champions, si Ramos est en pleine possession de ses moyens, je dis bien en pleine possession de ses moyens physiquement, parce que c'est là où ça pêche pour le moment. 3 ou 4 matchs avec le Real Madrid. Là, il est encore blessé avant de jouer avec le Paris Saint-Germain. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais si Ramos est en pleine possession, ceux qui me disent que Kimpembe est devant Ramos au niveau de la hiérarchie, au niveau du niveau, il ne faut pas déconner les mecs. Ramos titulaire tous les jours. Tous les jours. Ramos, il est très fort. Il a le vice. Il a la lucidité. Tout ce que tu veux en fait, il a le leadership, donc Ramos, Marquinhos, défenseur central en Ligue des Champions, si jamais il est rétabli, bien évidemment que oui. Milieu de terrain, alors là j'ai longtemps hésité entre Wijnaldum et Gueye, parce que sur un milieu de terrain comme ça, avec les attaquants qui ne défendent pas beaucoup, tu vas avoir besoin dans cette équipe un mec qui court énormément pour les autres. Gueye l'a fait déjà l'année dernière, on voyait bien que Gueye luttait parce que les autres ne couraient pas à côté. Donc Wijnaldum, Gueye... Écoute, j'ai préférence pour le moment à me dire que Wijnaldum, il a l'expérience de la Ligue des Champions, qu'il a gagné avec Liverpool, qu'il joue avec les Pays-Bas et qu'il a une plus grosse expérience. Donc pour l'instant, je mettrai Wijnaldum en espérant qu'il arrive à s'intégrer. Parce que bien évidemment, c'est pas parce qu'un bon joueur arrive au club qu'il va réussir à s'intégrer à la Ligue 1 ou au contexte parisien. On ne sait jamais. Donc pour le moment, je privilégie Wijnaldum, je lui fais confiance, mais si à fur et à mesure du temps, je vois qu'il n'arrive pas à hausser son niveau de jeu, qu'il n'arrive pas à se trouver sur le terrain, encore qu'il faut bien peut-être l'utiliser, n'est-ce pas Pochettino? En tout cas, je le mets un peu derrière. Alors oui, il n'aura pas le même rôle qu'avec Liverpool et qu'avec les Pays-Bas où il montait beaucoup. Non, là à un moment donné, il va falloir rester un peu derrière. Il peut jouer en box-to-box en montant un petit peu, mais pas tout le temps, vu que les milieux qu'il va avoir, plus les attaquants, il y a déjà de quoi faire devant. Donc Wijnaldum reste un peu derrière. C'est pour ça que Wijnaldum Gueye, tu vois, j'hésite vraiment entre les deux. Mais je laisse Wijnaldum en attendant, on verra bien. À côté, bien évidemment, Marco Verratti. Marco Verratti, que quand il est là, on voit le jeu du Paris Saint-Germain. C'est un régal, Marco Verratti sur le terrain quand il est là. Mais le problème, c'est quand il est là. Parce que depuis 9 ans au club, c'est 50% des matchs. 50% des matchs, vu que 50% autres, il n'est pas là, blessé, suspendu, etc. Et ça devient très préjudiciable pour le Paris Saint-Germain en vérité, parce que quand il n'est pas là, ça se ressent tellement que tu deviens en galère. Donc Marco Verratti, s'il te plaît, cette saison, fais 75-80% des matchs, et là, j'aurais plus rien à dire, parce que le talent, petit par la taille, mais grand par le talent. Mais à un moment donné, si le talent, tu l'as que 50% des matchs, ça ne suffit pas au Paris Saint-Germain. À un moment donné, au Paris Saint-Germain, tu dois être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien évidemment, je ne te dis pas 100%, mais plus que ce que tu fais là, parce que je t'adore, mais à un moment donné, c'est pas suffisant. Et à côté, je le garde pour la fin parce que c'est ma petite surprise, tu comprends. Et les gauches, Neymar. Pourquoi Neymar à gauche? Parce que oui, il fait des bons matchs en tant que numéro 10, mais des fois, il fait des matchs pourris. Il est capable de te faire là ou là, tu vois. Et ça, c'est pas bon parce qu'un Neymar qui garde trop le ballon, quand il veut en faire casse sa tête parce qu'en numéro 10, il bouffe tous les ballons, ça ne va pas. À gauche, il fait ce qu'il sait faire, provoquer, déborder, rentrer dans l'axe comme il le faisait au FC Barcelone, où là où il était très très fort, bien évidemment. Devant, bah les gars, j'ai pas envie de te dire, ah oui, Neymar aussi, s'il te plaît, plus que 50% des matchs comme Marco Verratti, parce que là, ça devient un vrai problème au Paris Saint-Germain, d'accord? Devant, en 9,5, je mets Léo Messi. Pourquoi Léo Messi en 9,5? Alors déjà, vous savez très bien que depuis 3 ans, je réclame un 9,5 au club quand tu as des Neymar et des Mbappé. Parce qu'au niveau des combinaisons, comme le fait Benzema au Real, comme le fait Firmino à Liverpool, tu as besoin d'un mec qui sache combiner, pas d'un buteur fixe. Un buteur fixe comme Icardi, etc., tu en as besoin peut-être dans les 20 dernières minutes, quand ça va pas techniquement, quand tu dois égaliser, tu dois faire beaucoup de centres, etc. Mais quand tu as des Neymar, des Mbappé, des Verratti, tu as besoin d'un mec qui sache jouer au ballon, en fait, tu vois, qui est à l'aise techniquement. Alors, je réclamais peut-être pas Léo Messi, mais qui d'autre que Léo Messi en 9,5 peut te faire vraiment passer un cap avec Neymar et tout en petite combinaison. Surtout qu'en Ligue 1, on va jouer des équipes resserrées et les petites combinaisons, tu comprends que Messi il connaît déjà ces trucs-là. Donc Messi en 9,5, pour moi, ça me va très très bien. Messi, j'ai même pas besoin de faire ses éloges. On connaît tous son talent, on connaît tous sa technique et sa façon d'être tueur devant les buts. Donc aucun souci là-dessus. Et à droite, je mets Kylian Mbappé en espérant qu'il va vouloir jouer à droite et qu'il va rester surtout en attendant Kylian Mbappé à droite parce qu'il peut utiliser sa vitesse. Et en plus, il peut switcher avec Lionel Messi quelquefois ou même il peut aller à gauche avec Neymar, Messi qui part à droite et Neymar en 9,5. En fait,
fait, les trois sont très complémentaires, ils peuvent switcher entre eux. Donc, ça va être très, très difficile pour les défenses de pouvoir faire du marquage individuel ou les marquer tout simplement, même en zone. Ça va être très, très difficile quand ça va être trois grands talents devant, en fait. Donc, voilà pour ça. Pour moi, cette équipe-là est cohérente. Et le dernier milieu de terrain, l'homme sur qui je compte en premier et qui est mis en dessous par rapport que c'est pas un grand mec marketing par rapport aux deux autres, c'est bien évidemment Ángel Di María. Alors vous allez me dire, ouais, mais il aime pas jouer. Non, non, il l'a dit il y a pas longtemps dans une conférence, pas du Paris Saint-Germain, qu'il est prêt à rejouer au milieu de terrain, comme il l'avait fait avec le Real Madrid pour la décima, où il a été élu joueur de l'année au Real Madrid, parce que ce poste-là, Ángel Di María, on n'a pas de joueur, ça fait longtemps, à l'image de à l'ancienne Javier Pastore, on n'a pas de joueur à milieu qui est capable de monter correctement avec le ballon, frapper de loin et d'être en transition avec les attaquants, d'alimenter les attaquants. Qui d'autre en place de Ángel Di María peut faire autant le boulot que lui? Personne. Et je vous rappelle que Di María, dans les grands matchs, il est présent. Ceux en doute, je vous rappelle 2017, match aller face au Barça, c'est lui qui met le doublé. Contre Naples, où tu dois peut-être sortir des poules, c'est lui qui t'égalise dans les arrêts de jeu, rappelez-vous. Contre Leipzig, t'es dos au mur, c'est lui qui est encore là pour provoquer le penalty. Et contre Manchester City l'année dernière, j'ai pas envie de me remettre le couteau dans la plaie, mais lors des deux matchs, surtout à l'aller où tu as Neymar, Mbappé ou même au retour où tu as Neymar, qui existe seulement devant, c'est Ángel Di María, qui est partout, qui défend, qui est là, qui attaque, qui fait des passes décisives. Ángel Di María est le joueur où tu peux aller à la guerre sans problème avec lui. Vraiment, c'est le top du top et il mérite encore une fois d'être titulaire dans cette équipe. Donc si on joue en 4-3-3, Di María, je le mets mais largement au milieu de terrain avec Wijnaldum et Verratti. Et en plus, Verratti pourra s'appuyer sur Ángel Di María parce qu'au niveau de la possession de balle et des combinaisons, tu peux largement t'appuyer sur Di María. Et en plus, quelquefois, quand tu vas devoir un peu temporiser, quand tu vas être un peu dans le mal dans un match, etc., quand Di María sera au milieu de terrain à pouvoir conserver le ballon, et ben, ça te fera plus que du bien. Donc voilà, je répète mon équipe, Navas au but, Bernat à gauche, Hakimi à droite, Ramos et Marquinhos dans l'axe. Milieu de terrain, ça sera Wijnaldum, Verratti, Di María. Et devant, ça sera Neymar à gauche, Mbappé à droite. Et en pointe, bien évidemment, Léo Messi. Voilà les gars, j'espère que cette compo vous a plu. En attendant, je sais que ça peut faire débat par rapport à Di María au milieu, mais je vous assure que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas de fond de jeu et que pour moi, Di María en fond de jeu va t'apporter tellement beaucoup que je rêverais de voir cette compo-là. Vraiment, les gars, je rêverais de voir cette compo-là. Donc, je vous laisse, je vous dis à très, très vite. Et je vous dis donc à demain, les gars, pour un live d'avant-match à 19h30. Ciao tout le monde!